Bienvenue à cette réunion publique d'information et de concertation du Papy 3, des bassins versants de l'Aude, de la Berre et du Rieux. Nous sommes en direct du plateau de concertation Colidé à l'Etix Village, le siège social, le tiers-lieu du groupe Etix que j'ai le plaisir de représenter et qui a l'honneur d'accompagner le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le SMAR, EPTB Aude, dans la concertation de son papy, avec nos amis et partenaires du bureau d'études BCE qu'on retrouvera tout à l'heure, Audrey et Yann. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes très nombreux aujourd'hui, vous êtes plus de 150 élus en ligne, acteurs du territoire, de l'Aude, de la mer à la montagne, hein, tout le long du fleuve et de ses affluents, maires, présidents de communautés de communes, sans oublier bien évidemment les élus du SMAR et de ces 7 syndicats de rivières. Le président du SMAR est justement avec nous en présentiel, comme on dit aujourd'hui, sur le plateau Colidé. Bonjour Éric Menassi, également maire de Trèbes, qui introduira dans quelques minutes notre événement. À ses côtés, un des vice-présidents du SMAR aussi avec nous, François Demangeau. Bonjour messieurs, merci pour votre présence. Interviendront aussi à distance Madame la présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandragné, Madame la vice-présidente du conseil régional Occitanie, Hélène Giral, et Madame la préfète de l'Aude, Sophie Élyséon. Bonjour mesdames, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci également pour votre présence. Avant de commencer, donc, je voulais rappeler en introduction quelques règles simples pour la bonne qualité de nos échanges. Merci vraiment de penser à garder vos micros coupés, sauf évidemment si vous souhaitez intervenir. Dans ce cas-là, vous avez l'habitude maintenant, vous levez la main numériquement et on vous accorde bien évidemment la parole. 3 temps forts ce matin, dans cette matinée. Le premier, nous retrouverons tout à l'heure Julie Schmitt, d'Ethics Group, qui va interviewer Jean-Marie Aversinck, le directeur général des services du SMAR. Le jeu de ces questions-réponses nous permettra de prendre connaissance rapidement du bilan à mi-parcours du Papy 2. Nous retrouverons ensuite Jean-Marie Aversinck et Julie, cette fois en compagnie de Audrey et Yann du bureau d'études SCE, pour passer en revue le diagnostic ambitieux du Papy 3 qui nous réunit aujourd'hui. Et puis le troisième temps sera celui de la concertation en elle-même, hein, autour des actions concrètes à mettre en œuvre. Vous serez tous répartis à ce moment-là en sous-groupes virtuels, mais avec des animateurs bien physiques qui permettront de rythmer et d'animer les échanges. Voilà, encore une fois, merci à tous pour votre présence nombreuse. Vous savez tout sur le contenu de notre journée. Sans plus attendre, je me tourne vers Éric Menassi, président du SMAR et de ses 7 syndicats de rivière, également donc le maire de Trèbes. Monsieur Menassi, merci pour votre présence, votre vision et votre ambition pour cette matinée, le sujet qui nous réunit. Merci Jérôme et bonjour à tous. Permettez-moi de saluer dans un premier temps Madame la préfète, Madame Giral, représentant Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Madame Sandragné, la présidente du conseil départemental. Chers collègues élus, je vous salue chaleureusement et je vous remercie pour votre présence nombreuse ce matin. C'est un moment particulier pour nous et pour vous, j'ai envie de dire. Alors je suis à la fois ravi de pouvoir vous accueillir aussi nombreux et vous vous en doutez, une partie de moi est assez frustrée parce que nous aurions aimé, vous vous en doutez, avec François Demangeau qui est à mes côtés, pouvoir assurer cette réunion en présentiel, tant, me semble-t-il, elle est importante pour notre territoire. J'ai envie de vous dire quelques mots ce matin, non pas pour rentrer dans le détail technique, les intervenants dans quelques minutes vont le faire avec beaucoup de précision. J'aimerais surtout évoquer avec vous des enjeux, on va dire, beaucoup plus politiques. Vous savez, chers élus, le SMAR, c'est le fruit à la fois d'une histoire, mais aussi c'est le fruit d'une ambition. Une ambition de pouvoir rendre un territoire plus résilient et de nous préparer
à des éventualités qui, dans un avenir proche, vont nous confronter à de nombreuses difficultés. Nous savons aujourd'hui que la récurrence des épisodes méditerranéens et que leur intensité va dans le temps se renouveler. Notre responsabilité collective est d'appréhender ces phénomènes avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'humilité et surtout avec une solidarité exemplaire qui sont les valeurs fondatrices du syndicat. Et je crois que dans quelques minutes, Madame la présidente du conseil départemental va le rappeler, va rappeler cette histoire. Encore une fois, merci infiniment pour votre présence. Ce matin, la réunion est d'une haute importance parce qu'elle va nous permettre d'échanger, elle va nous permettre de partager, mais elle va nous permettre aussi de construire le PAPI 3. Le PAPI 3 sera ce que nous en ferons collectivement. Et je crois que plus que jamais, si la concertation devait être un exemple, elle doit passer par l'exemple de cette construction ce matin. Soyons tous acteurs de notre sécurité. Avant d'impliquer nos populations, il faut que nous, élus, nous ayons conscience que notre territoire est vulnérable. Il est aussi vulnérable qu'il est beau. Et nous sommes, par rapport à ces événements et par rapport à ces éléments, nous sommes obligés d'être à la hauteur de ces enjeux. Voilà. Je nous souhaite collectivement de bons travaux ce matin. Je vous rejoindrai dans quelques temps pour reprendre la parole et à très vite. Merci encore pour votre présence. Merci Eric Menassi, tous acteurs de notre sécurité. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Comme vous l'avez suggéré, Monsieur Menassi, nous allons regarder un message d'Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental de l'Aude. La préfète, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le président du SMAR, messieurs les présidents des syndicats adhérents, mesdames et messieurs les maires, chers élus. En 2002, deux hommes, Marcel Reynaud et le préfet de l'époque, monsieur de Charrière, ont mis leur volonté et leur pugnacité en commun pour créer un outil de terrain, le SMAR et ses syndicats adhérents, comme première réponse aux terribles inondations de 1999 qui ont emporté la vie de 26 de nos concitoyens. À l'aune de son 20e anniversaire, cet outil est devenu un acteur incontournable dans le paysage audois en matière de prévention et de protection des populations aux risques d'inondation, compte tenu du niveau élevé d'exposition de notre département. Les crues de 2018 puis de 2020 sont toujours dans nos esprits. Encore des familles endeuillées, des maisons ravagées, des routes arrachées et nos villages détruits. C'est l'angoisse naissante à chaque épisode cévenol. Les Audoises et les Audois le savent bien, nous devons vivre avec. C'est pourquoi nous tous, partenaires, devons plus que jamais poursuivre le déploiement d'une politique GEMAPI, concertée et ambitieuse. L'Aude à venir doit se construire forte des enseignements des événements meurtriers passés et se préparer à affronter plus sereinement de nouveaux caprices de la nature. Les dispositifs d'information sur la prévention auprès des jeunes publics et plus largement de l'ensemble de la population restent incontournables. Il faut sensibiliser avec encore plus de conviction à la culture du risque afin de réduire, en cas d'alerte, les comportements incontrôlés de nos concitoyens face au danger. En parallèle, il s'agit surtout de poursuivre nos actions en matière de protection qui vont de l'entretien régulier des cours d'eau à la réalisation d'ouvrages bien plus ingénieux, comme des digues ou des bassins de rétention quand cela est envisageable. Mais nous le savons bien, ce type d'ouvrage ne peut être dupliqué mathématiquement. Cette politique doit donc se penser plus finement, au plus près des besoins du terrain, par des déclinaisons adaptées aux spécificités locales des bassins versants. Nous devons aussi l'étoffer et l'ajuster au prisme des enjeux de demain. Le réchauffement climatique, bien sûr, et plus localement, les politiques menées en matière d'urbanisme et d'aménagement durable des espaces de vie. Dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations actuel, le PAPI 2, nous avons su ensemble mobiliser 29 millions d'euros pour répondre à l'urgence des lendemains douloureux. Pour autant,
Ajuster ne suffit plus. Il faut être plus ingénieux, inventif, avec de nouvelles stratégies, plus offensives face à l'intensité des futurs épisodes méditerranéens. Le chapitre 3 sera en 2023 celui que nous voulons qu'il soit. Et si j'avais un vœu à formuler en ce début d'année, je souhaiterais qu'il soit à la fois résilient et armé pour l'avenir. Sachons préserver cette solidarité qui permet, comme aujourd'hui, à travers cette concertation, de remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Que les échanges soient riches et fructueux, à la hauteur des ambitions partagées qui nous motivent aujourd'hui pour garantir la sécurité des Audoises et des Audois. Merci Hélène Sandrinier, présidente du conseil départemental de l'Aude. Armé pour l'avenir, un commentaire rapidement, Éric Menassi. Je crois qu'au travers des propos de Madame la Présidente, plusieurs points sont à souligner et je m'en félicite. La notion de solidarité sur un territoire aussi vulnérable que le nôtre est essentielle. Aujourd'hui, il y a une question que nous devons nous poser et une autre que nous ne devons plus nous poser. C'est la question de l'inondation. L'inondation, ce n'est pas oui ou non, c'est quand et où. Et lorsque nous aurons répondu à cette deuxième question, nous saurons collectivement comment nous allons pouvoir, d'une manière solidaire et efficiente, nous protéger et nous dire surtout que, quoi que nous fassions, le risque zéro n'existe pas. Et la sécurité, c'est l'affaire de tous, des élus d'abord, bien sûr, parce que nous avons une grande part de responsabilité, mais nous devons acculturer nos populations pour que ce risque-là puisse se minimiser dans le temps. Merci Éric Menassi. Le risque zéro n'existe pas. On continue dans la culture du risque. On va rejoindre à distance Madame Hélène Giral, vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie. Madame Giral, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Simplement en préambule, un test technique. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Madame la vice-présidente. Parfait. Donc, Madame la préfète, Monsieur le Président, et puis chers élus, Messieurs, Madame les maires, et bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est bien évidemment avec beaucoup de plaisir et surtout d'intérêt que j'ouvre en préambule de vos travaux, à l'ouverture de vos travaux. Alors, ça a été rappelé par Madame la présidente du conseil départemental. C'est vrai que le territoire audois est un territoire exemplaire et je voudrais en préambule souligner cette démarche exemplaire du département de l'Aude. Alors bien sûr, au travers de la structuration du SMAR, qui est, il faut le rappeler, unique en France, mais aussi une approche du risque inondation, donc l'approche du SMAR, qui est à la fois globale, solidaire et partenariale. Si on doit retenir deux mots, c'est solidarité et collectif. Et comme le dit souvent la présidente Delga, eh bien, en Occitanie, on avance en PAC et dans l'Aude en particulier. Désolé, Eric, hein, toi qui es un footeux, d'utiliser cette image rugbystique. Mais je pense qu'on peut aussi utiliser un troisième terme, c'est celui de résilience. Et le département de l'Aude, au travers des difficultés, des graves inondations que le département a connues, eh bien, cette capacité à reconstruire, cette capacité à rebondir, donc au travers de cette résilience, un terme qu'on utilise beaucoup actuellement. Et c'est vrai, notre région, au-delà du département de l'Aude, notre région est confrontée à des risques d'inondation particulièrement importants. Actuellement, c'est plutôt l'ouest de la région Occitanie qui est touché, et du fait des aléas climatiques extrêmes auxquels nous sommes exposés et bien sûr du dérèglement climatique. Face à cela, la stratégie de la région est double. Atténuer, bien sûr, les effets du dérèglement climatique et s'adapter à cette crise climatique pour en limiter les risques. La présidente a souhaité aller plus loin. C'est le cap qu'on a fixé avec ce qu'on appelle en occitan le Green New Deal,
qui met en synergie l'ensemble de nos politiques sectorielles pour lutter contre le réchauffement climatique, changer nos modèles de production pour une meilleure résilience de notre modèle économique. Et dans ce contexte de transformation globale, on a également adopté à la dernière assemblée plénière de décembre le plan d'adaptation au changement climatique pour mieux protéger. Donc avec 3 leviers, anticiper, s'adapter, aménager, réparer et reconstruire. Favoriser l'innovation, la coopération et l'action de tous les acteurs. Ça a été rappelé, et Monsieur le Président l'a rappelé, les crues et les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent être supprimés et le risque de zéro n'existe pas et même il faut sans doute anticiper ces phénomènes qui seront de plus en plus violents. Elles font partie, malheureusement, de notre identité régionale. Nous sommes la plus belle région de France avec d'énormes atouts, mais aussi on a des faiblesses et ça fait partie de nos faiblesses. Je me permets d'enlever mon masque, je suis pratiquement toute seule dans la salle. L'Aude est tout particulièrement touchée par ces phénomènes, comme en novembre 1999 ou en octobre 2018, ça a été rappelé. Je pense qu'en cet instant, il faut qu'on ait une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées. Et je voudrais associer bien sûr l'ensemble des élus qui sont souvent en première ligne dans ces difficultés. Et au-delà de ces crues exceptionnelles, l'Aude est également touchée par des épisodes moins catastrophiques, mais plus réguliers, et qui peuvent localement occasionner d'importants dégâts. Donc, faute de pouvoir supprimer ces phénomènes, nous pouvons en atténuer les impacts, éviter des drames humains, réduire les dommages pour nos territoires et faciliter le retour à la normale pour notre population et notre tissu économique. Les risques d'inondation ne relèvent pas d'une compétence obligatoire des régions. Pour autant, la région Occitanie a choisi de mettre en œuvre une politique ambitieuse dans ce domaine qui vise à prévenir et réduire les risques. Pour cela, la région mobilise des moyens humains et financiers importants. Un exemple sur l'année 2020, c'est 26 PAPI qui ont été soutenus, c'est 20 millions d'euros. Et en ce qui concerne le PAPI Audebert, le PAPI 2 Audebert, c'est près de 14 millions d'euros de subventions qui ont permis le soutien de 250 projets depuis le PAPI 1. Et comme le risque zéro n'existe pas, on l'a rappelé, la région mobilise également des moyens importants pour aider les acteurs et les territoires sinistrés lors des intempéries. Et juste rappeler bien sûr que la région a mobilisé d'importants moyens suite à la catastrophe d'octobre 2018 dans l'Aude. Mais c'est important et le président, tu le rappelais, c'est important de se placer en perspective et de travailler pour l'avenir et c'est bien notre objectif. Et pour terminer, je voudrais simplement vous dire que bien sûr, la région sera à vos côtés pour vous aider dans la mise en œuvre de ce PAPI 3, de ce futur programme, au travers de sa politique de prévention et de réduction des risques, comme elle l'a fait depuis le lancement du premier PAPI sur ce territoire en 2006. La région partenaire historique et encore une fois, c'est collectivement et au travers de cette concertation que vous organisez aujourd'hui dans des conditions particulières, mais en tout cas, félicitations pour cette adaptation. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents travaux, des travaux fructueux. Donc, soyez innovants, soyez créatifs et je pense que le département de l'Aude et la région Occitanie sortira gagnante de ces échanges. Voilà, merci à tous. Je vais encore rester un petit moment et puis je serai bien évidemment obligée de vous quitter. Merci. Merci Hélène Giral, vice-présidente du Conseil régional Occitanie. Travailler collectivement pour l'avenir.
Et puis, écoutez, on prend aussi vos félicitations, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et puis, on retient aussi le New Green, le Green Deal pour une meilleure résilience. Nous avons avec nous aussi, à distance, Madame la préfète de l'Aude, Sophie Élyséon. Madame la préfète, je vous souhaite la parole et je vous souhaite la bienvenue avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Parfait. Donc, Monsieur le Président du SMAR, Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Aude, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, quelques mots effectivement d'introduction. Le programme d'action de prévention des inondations est un outil de gestion globale des risques inondations à l'échelle d'un bassin, initié par l'État en 2002. Le PAPI constitue le cadre d'action concerté et partenarial entre les collectivités et l'État sur un territoire donné pour poursuivre quatre grands objectifs. Améliorer la connaissance et la diffusion de la culture du risque inondation, surveiller les phénomènes de crue en vue de favoriser leur anticipation, prendre en compte le risque inondation dans les actes et décisions d'urbanisme, et j'y reviendrai, gérer les écoulements ainsi que les ouvrages de protection hydraulique. La labellisation des PAPI par l'État conduit à un soutien en ingénierie et une participation financière massive de l'État dans la mise en œuvre des actions programmées. Dans l'Aude, qui a connu des épisodes d'inondation meurtriers en 1999, puis plus récemment en 2018, le PAPI 2 couvre la période 2015-2022 et est financé à hauteur de 52% par l'État. Afin de tirer tous les enseignements des crues de 2018 et de 2020, le PAPI 2 a fait l'objet d'avenants, prolongeant sa durée de mise en œuvre, donc jusqu'à la fin de l'année prochaine, de l'année 2022. Ainsi, des études de protection des zones habitées, l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du canal du Midi dans la dynamique, des crues du Trapel et de l'Orbiel, ou encore la réalisation de diagnostics de vulnérabilité d'1 millier d'habitations ont été programmées dans le cadre de ces avenants, et je voudrais remercier et féliciter également les équipes du SMAR pour la qualité du travail partenarial qu'elles conduisent avec notamment les services de la Direction départementale des territoires et de la mer. La réunion de ce jour, la rencontre de ce jour est l'occasion bien sûr de présenter des éléments de bilan à mi-parcours du PAPI 2, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, de lancer les concertations nécessaires à l'élaboration du PAPI 3 qui devra prendre le relais dès 2023. Le cahier des charges des PAPI 3 réaffirme le soutien massif de l'État et prend en compte les conclusions du Conseil de défense écologique de février 2020. Désignation d'un référent PAPI dans chaque territoire. Ici, dans l'Aude, j'ai désigné donc M. Cligné, qui est le directeur départemental des territoires et de la mer, et qui sera l'interlocuteur privilégié des acteurs du PAPI dans l'élaboration de ce nouveau programme. Réduction des délais de labellisation pour une mise en œuvre des actions accélérées. Et l'Aude sait à quel point c'est nécessaire d'être réactif en matière de prise en charge et de gestion du risque inondation. Et enfin, renforcement des moyens financiers accordés par l'État pour l'animation des PAPI, parce que élaborer un programme, c'est important, mais le mettre en œuvre et l'animer, c'est essentiel. Donc, passant d'un montant annuel maximal de 24 000 € à 65 000 € pour, encore une fois, l'animation de ces programmes. Dans l'Aude, cette animation, donc, comme nous l'avons dit, est confiée à l'établissement public territorial de bassin constitué par le SMAR. L'enjeu pour notre département est fort. Les crues de 2018, les épisodes de 2019 et de 2020 ont démontré que l'ensemble du territoire audois est concerné par le risque inondation. Le développement d'une réelle culture du risque est crucial, tant auprès du grand public que chez les acteurs économiques, ainsi que les élus, et je pense singulièrement aux nouvelles et aux nouveaux maires. Je remercie l'ensemble des maires, d'ailleurs, qui sont présentes et présents ce jour. Votre rôle dans la diffusion de cette culture du risque est essentiel. Il passe aussi par l'actualisation ou l'élaboration des outils qui sont à votre main. Je pense évidemment aux PCS, les plans communaux de sauvegarde. Je l'ai dit, les PAPI sont des programmes concertés et partenariaux. Le calendrier arrêté, et qui vous sera présenté dans le courant de la matinée pour l'élaboration du PAPI 3, s'appuie sur une concertation large et continue. Et je veux saluer, encore une fois, Monsieur le Président du SMAR, la démarche retenue par le syndicat mixte. Pour conclure, je voudrais simplement insister sur un point.
celui de l'intégration du risque inondation dans les actes et projets d'urbanisme. Bien sûr, la meilleure connaissance du risque inondation et du fonctionnement hydraulique des bassins versants, de même que les actions de protection prévues au PAPI, permettent de réduire les effets dévastateurs des inondations. Pour autant, la culture du risque doit aussi se traduire dans les documents et actes d'urbanisme pris par les collectivités. Cela nous permettra d'éviter collectivement que des projets ne continuent de s'implanter en zone inondable ou vulnérable et que leurs promoteurs mobilisent des interventions à tous les niveaux pour tenter de contrer l'avis de l'État, traduit dans un retrait, un refus de permis de construire ou une saisine du procureur, comme c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui. Car la question, vous l'aurez compris, elle est essentielle, c'est la question d'équilibre entre l'activité humaine, entre les activités humaines et leurs effets sur notre environnement. La notion de changement climatique a été abordée par la conseillère régionale et c'est bien cet équilibre qui nous permettra de lutter plus durablement et plus efficacement contre les effets du changement climatique, dont notamment les inondations. C'est une des clés, naturellement, de la résilience que l'ensemble des acteurs de ces territoires appellent de leur vœu. Voilà, je ne serai pas plus longue et je vous prierai d'ores et déjà de m'excuser car d'autres engagements pris vont m'amener à vous quitter dès après mon intervention, mais je vous laisse entre de bonnes mains puisque donc, le référent PAPI, M. Cligné, le DDTM, est présent à vos côtés et pourra évidemment répondre à l'ensemble des questions qui pourraient se poser. Je vous souhaite en tout cas d'excellents travaux qui, vous l'aurez compris, s'inscrivent dans une démarche, et ça a été dit à plusieurs reprises, qui permettrait de voir un avenir résilient pour ce département de l'Aude que nous apprécions toutes et tous. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Sophie Élyséon, préfète de l'Aude. Merci pour vous être rendue disponible. On connaît vos agendas qui sont toujours très, très chargés. Alors justement, ce bilan à mi-parcours du PAPI 2, eh bien, on va en prendre connaissance tout de suite avec Julie par le jeu. Je me permets de parler. Villemoustossou. On a très bien entendu les autres intervenants. Vous, on vous entend très, très peu. Vous qui moi, on m'entend très peu. Mais tous les trois, on vous entend très, très mal, alors qu'on a très bien entendu les autres intervenants. Bon, bah, écoutez, le message est passé en régie. Je passe le micro à Jean-Marie Aversin. J'espère que ça va s'améliorer tout de suite en direct. Julie, je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc, Jérôme le disait, on va parler du bilan à mi-parcours de ce PAPI 2. Mais auparavant, on va revenir un petit peu sur le rôle de coordinateur qu'a le SMAR sur le territoire de l'Aude. Jean-Marie, je te laisse nous en dire un tout petit peu plus. Oui, effectivement. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Effectivement, le SMAR, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, ça a été rappelé par la présidente du département, est né en 2002. Est né, je dirais, d'une volonté de répondre opérationnellement au risque inondation suite aux crues de 1999. Donc, cette réponse opérationnelle était initialement liée au risque inondation et puis au fur et à mesure des années, l'objet du syndicat a évolué pour passer sur d'autres compétences, notamment la gestion des milieux aquatiques dans le but d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau. Ce qui me fait dire en général, quand je présente le SMAR, que le SMAR agit aussi bien sur le trop d'eau comme sur le pas assez d'eau et les deux sont intimement liés. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu l'action du SMAR par un petit mini-film. Avec plaisir.
donc une action qui va bien au-delà de l'action du PAPI, qui est vraiment sur toute la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention inondation. En résumé, du coup, les compétences du SMART, qu'est-ce que c'est? Finalement, les compétences du SMART, je dirais qu'elles sont doubles. La première consiste à définir, planifier, coordonner l'action de la politique GEMAPI, mise en œuvre au plus près des territoires par les syndicats de rivières adhérents. Donc, c'est vraiment une action de coordination, de planification dans un premier temps. Et puis aussi, en complément, le SMART met en œuvre directement des actions mutualisées à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et je pourrais prendre quelques exemples, notamment la mise en œuvre des plans communaux de sauvegarde, la pose des repères de crues et bien d'autres. Donc, c'est à la fois un rôle de coordination et un rôle de mise en œuvre opérationnelle de quelques actions mutualisées en complément de celles menées par les syndicats de rivières adhérents au plus près du terrain. Donc là, aujourd'hui, le fond du sujet, c'est l'élaboration de ce troisième PAPI, mais le premier PAPI a été élaboré dès 2006. On est aussi en cours sur le second PAPI. Oui, on est en cours sur le second PAPI, effectivement. Nous sommes dans une continuité d'action. Il faut bien en avoir conscience. Continuité d'action parce que permanence du risque, hein, ça a été dit par les différents intervenants politiques. Ce risque nous oblige. Ce risque nous oblige avec la nécessité d'engager plusieurs PAPI, PAPI 1, PAPI 2, demain le PAPI 3. Donc, plusieurs PAPI parce que nécessité d'action au quotidien. Donc, un premier PAPI, un deuxième PAPI au service du territoire. Aujourd'hui, ce temps mixte où à la fois on lance l'élaboration de ce PAPI 3, où on lance des réflexions, mais aussi on va passer dans quelques minutes au bilan à mi-parcours de ce PAPI 2. Bilan du PAPI 2 au 30 juin 2020, puisqu'on est au bilan du mi-parcours. Jean-Marie, est-ce que tu peux, avant qu'on parle de ce PAPI 2, nous rappeler ce qu'est un PAPI et les enjeux spécifiques de ce PAPI 2, ce qui en fait sa singularité? Alors, ce qu'est un PAPI, pour démarrer, le PAPI, c'est un programme d'action ou d'aménagement de prévention contre les inondations. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un cadre contractuel, financier et pluriannuel pour accompagner notre territoire dans ces démarches d'études et de travaux pour assurer la prévention et la protection contre les inondations. Donc, vous voyez que c'est un cadre contractuel qui permet d'engager notre territoire dans des démarches de prévention, de protection, de résilience. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, c'est important de se mobiliser et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. La singularité de ce PAPI 2? Effectivement, ce PAPI 2, il faut revenir à l'origine. Hein. Dès les années 2015, ce PAPI 2 prenait la suite du PAPI 1. Et donc, nous étions dans la continuité d'action et notamment sur la réalisation de gros travaux, de gros ouvrages. Et je pense aux travaux réalisés par le syndicat mixte de centre sur le Salel, notamment les digues de Salel, ou le syndicat mixte du Delta de l'Aude sur Coursan. Donc, une politique de gros travaux qui ont été menés aux côtés d'actions mutualisées à l'échelle du bassin versant. Mais ce PAPI 2 a été confronté, et ça a été dit, aux deux crues majeures de 2018 et 2020 qui ont rendu nécessaire l'adaptation de ce PAPI pour prendre en compte les conséquences de ces deux crues. Avant qu'on en dise trop, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit film qui montre l'action de ce PAPI sur le territoire.
l'a vu donc à travers ces images, des actions qui se mettent en place sur le territoire, des études, des travaux, de la sensibilisation qui se met en place en parallèle de la poursuite de la politique GEMAPI. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan en 10 points de ce PAPI 2 à mi-parcours? Alors effectivement, hein, ça a été montré à l'écran, hein, quelques points singuliers sur lesquels on peut s'attarder quelques secondes. Un des premiers points, mais moi je crois que c'est important aussi de valoriser l'efficacité de la politique qui est menée, même si on a à faire face à des enjeux et des drames. Hein. Mais moi j'aimerais qu'on prenne 30 secondes pour évoquer un chiffre important. Ce chiffre-là, c'est 10 millions d'euros de dégâts évités. C'est le chiffre qui a pu être calculé grâce à l'efficacité de certains ouvrages de protection, et je pense aux digues de Salelles d'Aude, aux digues de Cuxac d'Aude et à quelques bassins écrêteurs, Badins, Rustiques notamment. Donc finalement, c'est la preuve que cette politique marche, mais c'est aussi la preuve que ces ouvrages hydrauliques ne peuvent être construits partout, et la présidente du département l'a rappelé. C'est pourquoi dans le cadre du PAPI 2, nous avons aussi développé toute une politique ambitieuse liée au diagnostic de réduction de vulnérabilité des bâtiments, que ce soit des bâtiments publics, des bâtiments pour les particuliers. Donc, toute cette politique est complémentaire. Et moi, je voudrais aussi insister très rapidement sur le fait que les élus ont aussi une responsabilité dans l'actualisation des plans communaux de sauvegarde, et nous les aidons pour ce faire. Nous équipons les cours d'eau de stations de suivi hydrométrique. Tout cela concourt à améliorer la situation. Et puisque nous évoquions le bilan du PAPI 2 et que j'évoquais le fait qu'en 2018, nous ayons eu cette crue majeure, il faut savoir que nous sommes en démarche conjointe avec l'État d'engager des études nouvelles hydrauliques sur des secteurs particuliers qui ont été particulièrement sinistrés en 2018. Et ces démarches-là font le panneau de la révision des PPRI que l'État met en lien avec les élus communaux. Donc, un véritable travail partenarial. Ce travail partenarial, il est aussi symbolisé par le financement de ce PAPI 2. Est-ce que tu peux nous dire où on en est de l'avancée financière du PAPI 2 et du travail partenarial mené avec à la fois l'Europe, l'État, la région, le département, le SMAR et ses syndicats de rivière? Effectivement, le mot important, tu viens de le dire, Julie, c'est le partenariat. Le partenariat, il est aussi bien technique, opérationnel, mais aussi financier. Et donc, on le voit bien, hein, sans moyens financiers, il est compliqué d'avoir une action efficace sur le terrain. Donc, ce PAPI 2 était doté d'un montant de presque 29 millions d'euros. Vous voyez les cofinancements qui s'affichent à l'écran. Donc, ça a été rappelé par la représentante de la région, Madame la préfète. Donc, louons et encore une fois, merci de la confiance et de l'accompagnement financier de nos partenaires. Grâce à cette confiance, mais aussi parce que nous menons une politique solidaire et opérationnelle, nous pouvons obtenir ces financements-là. Juste quelques instants aussi pour souligner les 20% liés à l'autofinancement, que ce soit du SMAR et des syndicats de rivières adhérents. Ces 20%, depuis 2018, on les retrouve sur ce qu'on appelle la fiscalité locale, la taxe GEMAPI. Et moi, là, je voudrais donner deux chiffres. Deux chiffres, c'est de dire que cette taxe GEMAPI, elle représente un budget de 5 millions d'euros en 2018 sur un budget consolidé de 40 millions. Donc, on voit bien l'effet levier généré par l'ensemble de ces financements-là dans l'objectif de diminuer la part de fiscalité locale qui est prélevée sur les ménages et les entreprises. Donc, une véritable mobilisation au service du territoire et des actions qui vont se poursuivre jusqu'en 2022. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va parler du PAPI 3. Qui dit PAPI 3 dit nouveau cahier des charges. Qu'est-ce qui fait encore plus la singularité de ce PAPI 3?
Alors effectivement, construire un PAPI 3 répond à une obligation, un cahier des charges national qui est très pointu, très précis, et donc qu'on se doit de respecter, notamment, et ça sera évoqué tout à l'heure, en termes de modalités de concertation, et c'est ce qui fait aussi l'objet de la forme de la concertation que l'on prend aujourd'hui, mais aussi ce PAPI 3, il est beaucoup plus large que le PAPI 2 dans la mesure où nous sommes en train de préparer le programme des années 2023-2028 en prenant en compte d'autres risques que le risque de débordement de cours d'eau. Et ça sera développé dans quelques instants, mais notons que le risque inondation repose sur 3 phénomènes. Le débordement de cours d'eau, le ruissellement et la submersion marine. Et donc, notre PAPI 3 abordera ces 3 thèmes pour pouvoir bâtir un programme qui prenne en compte l'intégralité de ce risque. Ces 3 aléas, ils sont déclinés sur le périmètre du PAPI, un périmètre qu'on sait assez global, assez cohérent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, le périmètre, il est, je dirais, classique. Classique dans le sens où on se doit d'être cohérent hydrographiquement, et vous savez très bien que quand on parle de GEMAPI ou d'hydraulique, on respecte non plus les limites administratives, mais les limites des bassins versants. Ce qui fait que notre périmètre, il va concerner l'ensemble des syndicats de rivières, un peu plus de 400 communes, sur 5 départements et 16 intercommunalités. Donc, notons dans ce périmètre-là qu'on garde le même périmètre qu'initialement, compte tenu de la cohérence hydrographique de notre bassin versant, de l'Aude, de la Berre et du Rieu. On va regarder maintenant un petit film qu'on a créé qui sera destiné aussi au grand public et qui synthétise un petit peu tout ce qu'on doit savoir sur le PAPI 3. Les inondations survenues dans l'Aude ces dernières années ont provoqué d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux. La force et la fréquence de ces événements, renforcés par les effets du changement climatique, ont conduit dès 2002, sous l'impulsion du département et de l'État, le SMAR et ses syndicats de rivières à mettre en place une politique globale de gestion des inondations et des milieux aquatiques. Sur le volet inondation, elle se concrétise via le programme d'action de prévention des inondations, aussi appelé PAPI. Son objectif, mettre en cohérence, au nom de l'intérêt général, les actions et les acteurs du bassin versant de l'Aude pour réduire les conséquences néfastes des inondations sur les hommes, les biens, les activités économiques et l'environnement. Concrètement, ce PAPI, c'est quoi? C'est un programme d'action pour la prévention des inondations et de solidarité territoriale composé de 7 axes d'études et de travaux. Ce programme vient en complément des actions de gestion des milieux aquatiques, telles que la restauration et l'entretien des rivières, menées par le SMAR et ses syndicats, qui contribuent à la réduction du risque et à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau. Études et travaux, campagnes d'information ou d'équipement, sont autant de réalisations concrètes qui viennent non pas supprimer le risque, mais le réduire et nous apprendre à mieux vivre avec. Depuis 2006, le SMAR et ses syndicats de rivières ont mis en œuvre 2 PAPI, qui ont démontré une réelle efficacité malgré le traumatisme et l'ampleur des dégâts qui nous ont frappés. Dans cette continuité, s'engage désormais l'élaboration d'un 3e PAPI. Il fera l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires, associations, financeurs, chambres consulaires et le grand public. Au programme, des réunions d'information et d'échange, une plateforme de concertation ouverte à tous, pour un projet partagé et solidaire. Soyons tous acteurs de notre propre protection contre le risque inondation. Avant qu'on ne détaille les 7 axes du PAPI qui font sa cohérence et sa globalité, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur l'outil chat de Zoom. Dans notre discussion, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Vos questions ». N'hésitez pas à poser vos questions techniques. On pourra y répondre tout à l'heure. On a un petit temps qui est prévu pour ça. Je prendrai vos questions et donc je les relayerai aux intervenants. On passe aux 7 axes du PAPI. Les 7 axes du PAPI, pourquoi 7? Pour faire un projet global, un projet cohérent.
Est-ce que tu veux nous détailler quelques axes, Jean-Marie? Avec grand plaisir, puisque là, on est clairement au cœur de la problématique, hein. Les 7 axes du PAPI sont définis dans ce fameux cahier des charges national. Et vous le voyez à l'écran, hein, le premier axe concerne tout ce qui est amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. Alors, très clairement, qu'est-ce qu'on y met derrière? On y met notamment ce qu'on appelle la pose des repères de crue, qui permettent de maintenir cette connaissance et cette conscience du risque dans des lieux habituels où les populations ont l'habitude de passer, et donc on a cette mémoire du risque. Et ça, c'est fondamental. L'axe 2 est un axe sur lequel les élus sont particulièrement sensibilisés, tout ce qui est relatif à la prévision, surveillance des inondations. Et donc là, nous travaillons de concert avec l'État, le service de prévision des crues, pour équiper nos réseaux de cours d'eau avec des capteurs pour assurer un suivi hydrométrique en temps réel. Donc, on a développé une application qui s'appelle Shiva, et vous trouverez tout ça sur Internet. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. L'alerte et la gestion de crise en est le corollaire également. Donc là, nous avons toutes les actions liées aux plans communaux de sauvegarde. C'est des documents fondamentaux dans la gestion de crise. Et on l'a encore vu ce week-end, hein, de nombreux maires les ont mis en œuvre. Donc ça, c'est essentiel de continuer de poursuivre cette action-là. La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, Madame la préfète l'a rappelé, c'est essentiel de tenir, je dirais, de tenir compte des erreurs du passé et de construire à l'avenir un aménagement du territoire qui soit beaucoup plus en accord avec ce risque inondation. Donc ça, c'est essentiel. Tout comme les actions, je le disais, de réduction de vulnérabilité viennent compléter les actions plutôt collectives gérées dans les axes 6 et 7 qui consistent à construire des ouvrages de protection ou de ralentissement des écoulements. Donc, même si ça peut paraître un peu techno, ces 7 axes ont une vraie cohérence, une vraie complémentarité. Et donc, on vous demandera tout à l'heure, dans la phase de concertation, de venir nous enrichir la réflexion de ces 7 axes-là, mais on vous aidera dans les modalités de remontée d'informations. Donc, ce projet ambitieux, il a commencé il y a déjà quelques mois avec des visites dans les intercommunalités, dans les syndicats. On voit que c'est un projet extrêmement ambitieux et que le cahier des charges de ce PAPI 3 impose vraiment cet esprit de la concertation dont on parlera tout à l'heure, mais le calendrier s'avère aussi hyper serré. Alors, la temporalité est essentielle, d'un calendrier hyper serré. D'abord parce que un PAPI 3, c'est une démarche de longue haleine, hein, mais c'est surtout que l'on souhaite être opérationnel le plus rapidement possible pour pouvoir répondre aux enjeux du territoire. Donc, nous avons démarré toute cette phase de diagnostic en début d'année. Nous la poursuivons à l'heure actuelle. L'idée étant de pouvoir déposer notre PAPI en 2022 pour avoir une signature du PAPI en 2023. C'est ce qui me fait dire très souvent que le PAPI 2 2022, PAPI 3 2023. Voilà, donc c'est une démarche continue qui s'appuie sur une concertation importante. Donc, une démarche de concertation qui est imposée en effet par le cahier des charges du PAPI 3, mais qui se veut ambitieuse. Et peut-être que Éric Ménassy, vous pouvez nous dire quelques mots, Président? Oui, quelques mots pour enchaîner et vous donner un petit peu le sentiment qui est le nôtre au niveau du SMAR. Vous savez, notre département est d'une richesse absolue et je crois que cette richesse se manifeste par la spécificité de ces territoires. Les problématiques de Quillan ne sont pas celles de Carcassonne, hein, et celles de Carcassonne ne sont pas celles de Villegayenc, ni celles de Saint-Marcel. Donc, tous ces villages, toutes ces villes ont besoin d'avoir une attention et une écoute particulière liées à des problématiques locales. Et notre travail à nous, c'est de pouvoir, au travers de cette concertation, faire preuve d'une écoute, mais surtout faire preuve d'un esprit de synthèse qui va faire remonter du terrain l'ensemble des problématiques pour que nous puissions coller au mieux avec la réalité. Parce qu'en fait, mes chers collègues, j'ai envie de m'adresser à vous, les maires qui vivez au quotidien ces problématiques climatiques. L'enjeu pour nous
et l'enjeu pour nos populations, c'est que nous soyons à la fois à l'écoute de celles et ceux qui peuvent nous accompagner dans les démarches que nous allons mettre en œuvre, mais aussi que nous soyons très pragmatiques par rapport à la réalité du terrain. Et notre volonté au SMAR, au travers de cette réunion aujourd'hui, et j'espère que vous l'appréciez, c'est de pouvoir trouver un moment d'échange, un moment de partage qui puisse nous permettre de nous écouter collectivement en sachant qu'il n'y a pas une solution d'ensemble. Il y a une addition de solutions qui va nous permettre d'arriver à une réduction de la vulnérabilité. Voilà. Je crois que c'est le plus important ce matin. Donc, on l'a compris, un projet ambitieux de concertation pour un projet partagé, pour un projet d'ancrage territorial. Et cette concertation, elle se matérialise depuis plusieurs mois par des réunions dans les EPCI, par des réunions dans les syndicats, des rencontres avec les élus. Et on va le voir lors du diagnostic par un questionnaire qui est aussi parti chez l'ensemble des maires. Mais cette concertation, elle ne concerne pas uniquement les élus. Elle va aussi bientôt concerner toute la population et qu'on ira rencontrer dans les semaines à venir sur le territoire. Mais cette concertation, elle a aussi un vaisseau amiral qui est la plateforme de concertation où tout le monde peut s'exprimer. Cette plateforme de concertation qui s'appelle colidé.com/papi3, sur lequel il est toujours possible de venir travailler sur le diagnostic, sur les actions concrètes. Diagnostic, c'est le moment d'y aller. On va avoir un petit temps maintenant où on va parler du diagnostic technique de ce papi 3. Donc, je vous invite à tous rejoindre le plateau. Donc, cette volonté de dialogue très large, elle s'exprime naturellement à travers le diagnostic. Et on a vu qu'il y a eu de très nombreuses réunions qui ont permis d'élaborer un diagnostic à 360. Yann, peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce diagnostic, la méthodologie qu'on a mis en place? Oui, merci Julie. Donc, c'est une méthodologie de diagnostic qui repose donc sur 3 piliers. Un pilier, je dirais, plus technique, qui réside sur une synthèse de la connaissance de l'aléa inondation et une synthèse également des enjeux exposés par rapport aux 3 aléas principaux, donc, que sont la submersion marine, le débordement de cours d'eau et le ruissellement. Un bilan du papi 2, et ça Jean-Marie est largement revenu précédemment sur ce bilan. Et enfin, le dernier pilier, et non des moindres, qui est la concertation et le retour des acteurs du territoire, notamment avec la rencontre des syndicats de rivière, avec les intercommunalités qu'on a pu rencontrer, mais également un questionnaire auprès des communes et un sondage téléphonique auprès de la population. Et Julie, je te propose que tu nous dresses un bilan de ces retours des communes et de la population. Donc, en premier lieu, on a mis en place un questionnaire avec les communes. Donc, tous les élus qui sont là, normalement, ont dû le recevoir. L'objectif de ce questionnaire, c'était bien de voir quelle était la notoriété du papi et surtout des actions qui étaient mises en place sur le territoire, la perception des risques sur ce territoire. Et on a vu que donc on a interrogé les 413 communes du territoire et on a eu de très nombreux retours, quasi 200 répondants. Ce qu'on a remarqué dans ces réponses, c'est que surtout les élus qui nous avaient répondu étaient des élus qui avaient subi par le passé des inondations qui avaient affecté des bâtis, notamment des inondations liées à des débordements de cours d'eau. On verra plus tard dans les aléas ces modifications. Et que ces inondations étaient qualifiées de moyennes à fortes. Ce qui était important de voir aussi dans ce questionnaire, ce sur quoi on a interrogé les élus, c'est sur les documents de prévention et les documents d'urbanisme. Et là, on s'est rendu compte que plus de la moitié des communes mettaient en place le PPRI, beaucoup moins mettent en place le DICRIM, et surtout, beaucoup moins réalisent les informations qui sont prévues au public tous les 2 ans. Pour ce qui concerne les plans de communes, les plans de sauvegarde intercommunaux, ils sont mis en place de façon généralisée sur le territoire et les élus ont vraiment une bonne connaissance de ces documents. Ils peuvent les mettre en place rapidement dans leur commune. Par contre,
En contrepartie, ce qu'on voit, c'est que dans les documents d'urbanisme, ce risque inondation, cette prévention inondation est un peu moins mise en avant. Donc, on a interrogé les élus sur les documents. On les a aussi interrogés sur leurs attentes, leurs connaissances, connaissance du PAPI, connaissance des documents. Et on s'est rendu compte, en fait, que les élus avaient une connaissance très bonne des acteurs sur le territoire relatifs au risque inondation ou alors des documents et qui s'informaient régulièrement sur le sujet, notamment, on l'a vu via des réunions comme celle-ci de concertation. Pour le PAPI, le constat est un peu moindre. Les élus connaissent un petit peu moins en profondeur les éléments du PAPI. Nous avons fait le test. Mais par contre, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils souhaitent être associés très étroitement à l'élaboration de ce PAPI, que ce soit via la concertation 30% ou 60% via de l'information récurrente. Et on a aussi questionné les élus sur les actions prioritaires à mettre en place sur le territoire dans le cadre de ce PAPI 3. Et ce qu'on peut voir, c'est vraiment qu'on se dirige vers des demandes autour de l'entretien des cours d'eau, de la politique GEMAPI avec de la restauration, du recalibrage de cours d'eau. On parle aussi beaucoup de prévention des inondations. Et les élus, je pense aussi parce qu'il y a pas mal d'élus nouveaux sur le territoire, souhaitent aussi que puissent être mises en place des formations au titre d'élus pour qu'ils soient mieux formés et qu'ils puissent être des relais en cas d'inondation sur le territoire. Ça, c'était un petit peu la photo côté élu. On a fait cette même photo côté population. Donc, dans les 15 derniers jours, on a mis en place un sondage téléphonique auprès de 600 personnes sur le territoire. Ce sondage téléphonique qui se veut représentatif de la population, donc on a le dispatch par territoire et on voit qu'on a bien couvert le territoire. Et on a interrogé, l'objectif c'était d'interroger la population pour savoir ce qu'elle connaissait, ce qu'elle savait du risque inondation, mais aussi du PAPI. Et savoir aussi quelle était leur perception. La perception du territoire dans le cadre de cette concertation est aussi très importante. Ce qu'on a vu, alors vous allez me dire que des fois ça s'oppose un peu, mais c'est des éléments de perception, donc en effet ça va un peu s'opposer. Ce qu'on a vu, c'est que quasi la totalité des répondants savent si oui ou non ils se trouvent en zone inondable. Et par contre, ils ne connaissent pas leur niveau de risque. Et ce qui est intéressant en termes de perception, c'est que 70% des interrogés estiment que leur risque inondation sur leur commune est élevé et surtout qu'ils sont inquiets, voire très inquiets de cette situation. Mais en contrepartie, ils s'estiment complètement protégés. Donc, on voit bien que l'information dans les communes fait son petit bonhomme de chemin. Sur le risque inondation, on voit vraiment que le maire, pour les habitants, est la figure du relais du risque inondation. C'est lui qui informe, c'est lui qui gère les situations de crise et il s'estime assez bien informé sur ce risque. Gestion maintenant opérationnelle du risque inondation sur ces territoires. On voit que pour les habitants, et c'est normal, c'est un document technique également, mais on va faire qu'on puisse lui faire un petit peu plus de sensibilisation et de publicité. Le PAPI n'est pas très connu. 77% ne connaissent pas le mot PAPI. Ils estiment pour un tiers que les risques sont bien gérés, mais en parallèle, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des oppositions, les répondants estiment qu'ils ne connaissent pas les acteurs. Donc voilà, ça c'était vraiment la photographie du territoire. On voit aussi, on les a questionnés aussi sur la réduction des conséquences dommageables liées à ces inondations. Et on voit que la population nous dit que eux, ce qu'ils attendent, c'est vraiment de l'action en amont de l'inondation. En complément, donc on a fait 2 photos, cette photo élue, cette photo population. En complément de ces questionnaires qui sont vraiment de l'ordre de la perception, SCE, le bureau d'études, a travaillé sur le territoire et est allé à la rencontre des syndicats, des intercommunalités pour un diagnostic plus technique. Audrey, je te laisse la parole. Oui, merci Julie. Donc oui, en effet,
Donc, nous sommes allés à la rencontre des intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, syndicats de rivières, donc plus d'une vingtaine de structures rencontrées, avec une diversité aussi d'acteurs, des élus bien entendu, mais aussi des acteurs techniques dont les compétences étaient assez larges, puisqu'on allait du grand cycle de l'eau au petit cycle de l'eau, en passant aussi par tous les acteurs techniques de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, je vous propose une petite synthèse des éléments saillants issus de ces entretiens. Voilà, et nous pourrons revenir après sur des éléments plus précis par la suite. Alors, pour ce qui concerne le volet conscience du risque, gestion du risque, connaissance, les éléments majeurs qu'on peut retenir, c'est vraiment une conscience du risque sur le territoire. Ça a été rappelé à plusieurs reprises d'ores et déjà, mais qui peut être mise à mal par une pression urbaine et des projets urbains. Donc, on a vraiment aussi cette conscience qu'il faut veiller à l'urbanisation dans la prise en compte de l'inondation. Le point aussi essentiel, c'est la gestion de crise qui est gérée à l'échelle communale. Nous sommes allés voir, c'est vrai, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des syndicats qui nous ont rappelé que la maille communale était vraiment un maillon essentiel de cette gestion de crise. Alors, quelques propositions et orientations sont d'ores et déjà apparues et viennent aussi, on va dire, conforter des éléments qui ont déjà été partagés, exprimés par tous les acteurs. Renforcer, poursuivre ces actions de pédagogie et d'information, tant auprès du jeune public, mais aussi des élus, des nouveaux élus aussi mandatés, des populations, qu'elles soient permanentes ou saisonnières. On voit qu'on a des territoires aussi qui ont des caractéristiques particulières et qui nécessitent d'appuyer une communication aussi particulière. Autre point, un objectif, un souhait d'opérationnalité et d'efficacité dans la gestion de crise. On en a aussi parlé dans le cadre du PAPI 2, il y a de nombreux outils qui sont d'ores et déjà mis à disposition, mais on sent ce besoin de déployer davantage encore tous ces outils qui existent et pourquoi pas de les renforcer pour fluidifier cette chaîne de communication nécessaire dans cette gestion de crise. Dernier point sur l'aspect un peu connaissance, il a été mis en exergue aussi cette nécessité d'aller plus loin dans la connaissance des infrastructures qui sont, donc quand on parle d'infrastructures, derrière on pense route, on pense aussi réseau télécom, mais aussi eau potable, mais aussi assainissement. Donc voilà, cette nécessité aussi d'inclure ce volet-là dans la connaissance des territoires et d'inondation. Sur le deuxième volet, qui va concerner le risque inondation et l'urbanisme, 3 points saillants aussi. Cette compétence urbanisme, une nouvelle fois sur le territoire du bassin versant de l'Aude, on a une compétence qui est gérée encore à l'échelle communale en majorité. C'est vrai que les PLUI, les PLU intercommunaux se déploient petit à petit en France, mais sur le territoire audois, on reste encore sur cette échelle communale qui est encore très prégnante et qui nécessite d'être présent encore une fois à cette échelle communale. Le PPRI, c'est vraiment le socle réglementaire. Et d'ailleurs, les acteurs nous ont fait remonter que de nouvelles études étaient d'ores et déjà disponibles. On leur a fait partager notamment des cartes nouvelles. On sent un souhait de s'emparer de cette nouvelle connaissance, mais aussi une difficulté à savoir qu'en faire. Donc là aussi, il va y avoir un point intéressant à creuser, à capitaliser pour pouvoir vraiment déployer et se servir de toutes ces nouvelles études. Troisième point, un objectif aussi d'avoir des démarches innovantes. Dans ce contexte de changement climatique, de résilience, on est confronté aussi à avoir des démarches nouvelles et les territoires sont très demandeurs de retour d'expérience ou de nouveautés là-dessus. Quelques propositions. Accroître l'accompagnement du SMAR auprès des collectivités. On voit que le SMAR a déjà des liens très forts avec certaines intercommunalités, mais peut-être moins avec d'autres, en lien avec l'histoire aussi des inondations qui se sont déployées sur le territoire. Deuxième orientation qui est ressortie, mettre en œuvre des travaux suite au diagnostic de vulnérabilité. Ça a été très bien déployé globalement, très bien partagé sur les territoires. Mais maintenant, les collectivités disent quid de comment on passe à l'action pour mettre en œuvre les travaux suite à ces diagnostics.
Et on voit aussi que les collectivités, les communes s'inscrivent comme potentiels acteurs aussi dans ce déploiement opérationnel. Et enfin, pour répondre à ce besoin de démarche innovante, travailler sur la recomposition spatiale, de la relocalisation, voire le travail sur tout ce qui est recul du trait de côte. Sur la troisième thématique qui regroupe 2 axes, thématique ruissellement pluvial et fluvial, un point aussi intéressant, c'est que la gestion des eaux pluviales et urbaines, la GEPU, cette compétence, est encore aujourd'hui à l'échelle communale. Donc, encore une nouvelle fois, on se rend compte que cette échelle est très importante. Et puis, on peut noter aussi une méconnaissance de l'enjeu ruissellement, qui est un nouvel enjeu à prendre en compte dans ce PAPI 3. Et cette méconnaissance, pour autant, sur le territoire, elle crée de nombreux dégâts qui sont aussi croissants. Donc, il y a vraiment une attente des territoires de l'intégrer dans les perspectives du PAPI 3. Donc, des propositions partagées sur ce point, accompagner et accroître la connaissance sur cet aléa ruissellement, réaliser sur certains territoires aussi des études d'aléa inondation, parce que certains territoires ont déjà leurs études depuis de nombreuses années, mais d'autres sont aujourd'hui dans le besoin d'appréhender mieux cet aléa aussi socle, entre guillemets, qui est l'aléa débordement de cours d'eau. Réaliser des ouvrages de protection hydraulique, là on vient dans la continuité en fait du PAPI 2, des études ont été réalisées, sont en cours de validation, des parties d'aménagement sont en cours de partage, donc ça sera inscrit aussi dans le PAPI 3. Intégrer des espaces de bon fonctionnement aussi dans la réflexion, ou ce qu'on appelle aussi les zones d'expansion des crues. Ça a été aussi rappelé lors de ces échanges, quid de la prise en compte de ces espaces de bon fonctionnement, de ces zones d'expansion des crues pour réduire aussi l'ADA et le risque inondation. Et puis enfin, intégrer les acteurs agricoles, qui dit ADA, ruissellement sur versant, dit aussi intégration de l'agriculture, des cultures sur la gestion des versants et du ruissellement. Pour finir, dernier petit point sur l'aspect un peu gouvernance, où on a interrogé les acteurs sur cette articulation entre acteurs, sur la gouvernance. Il ressort qu'il y a un souhait vraiment de poursuivre ces liens forts Smart Syndicat et Interco, les renforcer, faire des journées techniques partagées, donner de la visibilité aussi à l'échelle de bassin, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir cette compréhension de l'ensemble du PAPI 3 à l'échelle du bassin versant Audois, y compris aussi sur la vision, sur l'aspect financier, et puis renforcer la solidarité amont-aval. Alors, c'est une particularité et un caractère fort du territoire audois, mais ça a été rappelé à plusieurs reprises lors de ces réunions. Donc, on revient dessus sur ce socle de la solidarité et la prise en compte des communes rurales. Quelques paroles d'acteurs pour finir. Voilà, des paroles d'acteurs. La priorité, c'est de protéger les gens et les habitations. On a besoin de rassurer nos populations. Pour cela, il faut communiquer et être dans l'action. On le voit que dans le sondage, aussi communes et populations, ça ressort. Et puis aussi un élu qui s'exprimait en disant le PAPI, ce ne sont pas que de grosses opérations, il faut se donner la possibilité d'y voir autre chose pour tous. Voilà, en résumé. Des paroles d'acteurs, parce que ce diagnostic, ces enseignements viennent vraiment du cœur du territoire audois. Alors, il y a autre chose qu'on a interrogé, c'est la connaissance des aléas, puisque c'est vraiment un enjeu de ce PAPI 3, avec des connaissances sur les aléas qu'on doit pérenniser ou qu'on doit développer. Yann, je te laisse la parole sur la partie des aléas. Oui, merci Julie. Donc, on a largement parlé ce matin de ces 3 aléas, le débordement de cours d'eau, le ruissellement et la submersion marine. Je vous propose juste de m'arrêter sur le ruissellement pour bien préciser cette thématique qui va être à renforcer dans ce PAPI. On le voit bien avec le changement climatique. On a de plus en plus de territoires qui sont affectés. Le ruissellement, on est sur de la circulation diffuse de l'eau au sein de versants qui sont naturels, agricoles ou urbanisés, mais sur des événements qui sont courts, des événements pluvieux qui sont courts, mais très intenses, à distinguer de la compétence pluviale. Parce que le pluvial, c'est tout ce qui va passer dans les réseaux, mais finalement, le ruissellement, c'est tout ce qui va être, quand tous ces réseaux sont saturés, ce qui se passe au-dessus. Juste quelques mots pour continuer sur la connaissance des aléas sur le territoire. On est aujourd'hui donc sur un périmètre
un périmètre du Papy qui est entièrement couvert par une stratégie locale de gestion du risque inondation, avec 2 territoires à risque important d'inondation qui sont identifiés, hein. Le TRI du Narbonnais et le TRI du Carcassonnais, qui sont les secteurs qui concentrent le plus d'enjeux soumis aux aléas débordements de cours d'eau et submersion marine pour le Narbonnais. Et sur ces territoires, globalement, la connaissance a été approfondie par des études plus détaillées. En ce qui concerne la submersion marine, on est globalement, et les communes littorales le savent très bien, entre les plans de prévention des risques littoraux et les territoires à risque inondation, on a également une très bonne connaissance des aléas submersion marine. Le ruissellement, thématique plus nouvelle, on va dire, où on a une connaissance aujourd'hui qui est généralisée par des approches simplifiées. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode Execo du CEREMA, qui donne une vision des territoires qui sont potentiellement, des secteurs qui sont potentiellement affectés par ce phénomène de ruissellement. Mais globalement, cette connaissance, elle reste encore partielle, pas forcément très détaillée. On a une connaissance qui est en train d'être approfondie via les nouveaux PPRI, via les nouvelles études d'aléas que porte le SMAR. Et sur le débordement de cours d'eau, je conclurai sur le fait que sur les événements rares, globalement, l'aléa inondation est très largement connu. On a les plans de prévention des risques d'inondation. Vous connaissez également les atlas des zones inondables. Mais par contre, sur les événements plus fréquents, globalement, cette connaissance, elle est plus partielle. Elle est plus limitée à certaines études ponctuelles qui ont pu être réalisées. En quelques mots, un petit focus sur, pour cette cartographie qui illustre la couverture du territoire en termes de PPRI, que vous voyez sur les aplats verts, et les études d'aléas en violet portées par le SMAR. Donc, on voit bien qu'à l'issue de toutes ces études, de ces révisions des PPRI, de ces futures études d'aléas, on aura une bonne couverture en termes de connaissance des aléas. Donc, un petit focus sur la thématique débordement de cours d'eau, avec notamment une cartographie qui illustre les différentes crues notables du siècle passé sur le territoire. Et ce qu'il faut retenir de cette cartographie, en un mot, c'est que globalement, tous les territoires, tous les bassins versants ont été largement affectés par différentes crues notables, voire historiques, et qu'on n'a pas un seul territoire qui est épargné par ce phénomène de débordement de cours d'eau. En termes de chiffres et en termes d'événements, bien sûr, la crue de 99, crue de référence sur l'est du bassin versant, la crue de 2018, la plus récente, exceptionnelle sur le Carcassonnais, et quelques chiffres sur les enjeux en zone inondable. On est globalement sur des territoires qui sont très largement inondés, avec 90% du territoire qui est affecté par cet aléa débordement de cours d'eau. Et si 9 communes sur 10 sont affectées par ce territoire, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on en a largement parlé, c'est les crues exceptionnelles, certes, on a pu les vivre, mais ce qu'il faut aussi s'intéresser, c'est aux crues fréquentes. Et sur les crues fréquentes, globalement, on a quand même plus de 100 communes sur le territoire, et 100 communes, c'est une commune sur 4 qui sont affectées par des crues fréquentes avec des enjeux qui sont inondables. Donc on voit bien qu'on a une problématique qui n'est pas non plus que sur les crues exceptionnelles, mais également sur les crues fréquentes. En termes de ruissellement, on est sur un phénomène, je l'ai rappelé, qui est intense, qui est généré par ces pluies intenses, qui sont courtes, largement affectées aussi par le changement climatique. Et in fine, 80%, donc 8 communes sur 10 du périmètre du Papy 3 sont vulnérables au risque d'inondation par ruissellement. C'est plus de 20 000 enjeux bâtis qui sont potentiellement affectés, 10% des enjeux bâtis du territoire. Donc on voit bien que c'est une thématique, c'est une problématique qui est également majeure sur ce périmètre et sur ce département. Et je conclurai enfin sur l'inondation par submersion marine, qui concerne donc bien évidemment les communes littorales. Cette commune littorale du périmètre du Papy, avec les 3 principales que sont Port-la-Nouvelle, Gruissant et Narbonne, qui concentrent le plus d'enjeux inondables par submersion marine, sur un des secteurs qui sont à très forte attractivité touristique. Et ce qu'on voit sur ces quelques chiffres, on a 15 000 habitants permanents qui sont potentiellement affectés par ce risque, mais c'est potentiellement plus de 75 000 touristes. Vraiment un diagnostic qui est à 360. Je pense que ça va nécessiter un tout petit résumé en 5 minutes. Jean-Marie, si tu veux bien nous faire ce résumé. Bah écoutez, effectivement, hein, c'est très dense, mais peut-être juste avant de rentrer dans le détail, moi je voudrais saluer les participants qui ont répondu au questionnaire, au sondage, les élus qui ont pris du temps pour assurer cette remontée d'informations et puis les remercier de la qualité des retours qui vont venir conforter et compléter notre réflexion. Donc un grand merci déjà pour ce temps passé.
Sur la synthèse, le contenu de ce diagnostic, j'ai noté quelques points essentiels, notamment la nécessité de renforcer, poursuivre cette culture du risque inondation. Ça va passer par des actions de sensibilisation, de communication, notamment au travers du jeune public, parce que former les citoyens de demain, c'est s'assurer finalement que ce risque-là sera connu et appréhendé. Également des séances de formation auprès des élus, ça a été évoqué. Donc cette culture du risque est essentielle et il faut pouvoir aussi la travailler en ce qu'on appelle la gestion de crise inondation, en coopération, en coordination interservices. Donc ça, c'est plutôt de la gestion de crise, des exercices de l'apprentissage en lien avec les plans communaux de sauvegarde. Donc nous travaillons en étroite relation avec les maires pour la préparation de ces exercices de gestion de crise. Donc vous voyez, il y a quand même tout un ensemble de mesures à poursuivre et développer autour de cette culture et de cette gestion de crise inondation. Autre aspect fondamental, ça a été rappelé, c'est la prise en compte de risques non pas nouveaux, mais qui demandent des compléments d'information. On a parlé du ruissellement, clairement lié aux effets du changement climatique, à cette imperméabilisation des sols. Demain, il va falloir se poser réellement la question de désimperméabiliser certaines zones ou d'éviter d'imperméabiliser des zones, d'éviter de construire sur certaines zones, ou en tout cas d'adapter nos habitats à la prise en compte du risque inondation. Donc, c'est vraiment des choses essentielles qui vont constituer notre PAPI 3, tout comme la poursuite de cette politique liée à la réduction de vulnérabilité des bâtiments, que ce soit pour les collectivités, les entreprises, les particuliers. Et cette démarche de protection rapprochée vient en complément de la poursuite des opérations de construction d'ouvrages. Mais je l'ai redit, on ne pourra pas construire des ouvrages partout. C'est impossible. Donc, d'où le fait d'avoir une somme de petites actions qui viennent compléter notre stratégie. Alors, le changement climatique. Le changement climatique, au-delà de, je dirais, de l'effet de mode, parce que maintenant, tout le monde parle de changement climatique et de résilience, mais clairement, c'est une évidence, c'est une réalité de notre quotidien. Donc, ce changement climatique, aujourd'hui, il faut l'objectiver. L'objectiver par des données factuelles. Donc, il nous faut pouvoir l'illustrer, l'appréhender, préparer notre territoire aux effets de ce changement climatique à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, c'est une vraie ambition de notre PAPI 3. L'urbanisation résiliente, je l'ai évoqué, c'est l'enjeu de demain pour pouvoir tenir compte des erreurs du passé et quelque part les réparer. Et puis, des choses nouvelles, hein, je dirais des choses que l'on a mieux appréhendées depuis 2018 et 2020, c'est la vulnérabilité de certains centraux téléphoniques, de certains réseaux qui font que, parce qu'ils sont soumis au risque inondation, parce qu'ils sont vulnérables, de par cette sinistralité, le retour à la normale des populations se fait de plus en plus, se fait longuement. Donc, notre volonté, c'est vraiment d'identifier ces points vulnérables, ces points critiques, et de mieux les appréhender, de mieux les protéger pour, une fois la crue passée, rendre le retour à la normale plus rapide pour les populations, que ce soit le Internet, les réseaux téléphoniques. Donc, tout ça participe à un retour à la normale plus rapide. Tout comme un autre aspect essentiel, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle l'ouvrage non hydraulique. Donc, typiquement, l'autoroute, les voies SNCF, le canal du Midi qui jouent un rôle soit d'aggravation, soit de protection. Et ça, ce sont des choses nouvelles qu'il faut pouvoir appréhender dans notre PAPI 3. En conclusion, quelques points qui m'ont semblé importants et qui ont été rappelés par les élus et dans les questionnaires et le sondage, c'est la solidarité. La solidarité, ce n'est pas juste un vain mot
le dire, c'est cette solidarité amont-aval, urbain-rural. Et donc, ça, c'est essentiel de maintenir, de préserver cette solidarité dans l'élaboration de notre PAPI. C'est aussi d'avoir un PAPI qui soit équilibré entre des actions de sensibilisation, des études et surtout des travaux, parce qu'il faut pouvoir arriver à concilier ce juste équilibre. Et un dernier point, je dirais pour conclure un petit peu cette synthèse du diagnostic, c'est que travailler sur la prévention et la protection, c'est surtout l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous, que ce soit nous au niveau des collectivités, vous au niveau de vos communes, mais c'est aussi l'affaire d'associations, les agriculteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien sur des acquisitions foncières ou pour limiter les dégâts sur les cultures. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Et ça a été dit tout à l'heure par le président Ménassi, soyons tous acteurs de notre propre protection. Alors, au-delà du slogan, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on fasse passer ce message, qu'on en soit convaincu et qu'on le mette en œuvre, finalement. Merci Jean-Marie. Ce petit résumé nous a permis de recevoir vos questions via le chat Zoom. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser ces questions via l'outil Converser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques-unes de ces questions, un petit peu d'ordre général. Une première question technique, donc je pense pour Yann Maudret. Quel rôle jouent les champs d'expansion de crues dans la gestion du risque inondation? Oui, merci Julie. Donc, les champs d'expansion des crues, globalement, l'important, c'est d'arriver à reconnecter ce qui est lit mineur et lit majeur pour mobiliser ces volumes et finalement réduire les vitesses et réduire la dynamique des crues en aval. Donc, on va dire, sur les crues fréquentes, on a un rôle important de ces champs d'expansion des crues pour cette dynamique de crue, pour casser ces vitesses. Après, clairement, sur des crues qui vont rester exceptionnelles, il faut bien se dire que ces champs d'expansion, ils sont de toute façon mobilisés par la crue et le rôle sera plus minime. Mais sur ces crues fréquentes, et on l'a vu dans le diagnostic qui affecte quand même un quart des communes du territoire, on a clairement un rôle même hydraulique et bien évidemment écologique de ces champs d'expansion. Alors, juste peut-être pour compléter, parce que de nombreux élus me posent souvent cette question, donc ça me donne l'occasion de passer le message. Finalement, notre territoire, il est soumis au risque, tu l'as dit Yann, nous avons des inondations de plaine, mais nous avons aussi des inondations torrentielles. Et donc, dans ces inondations torrentielles, ce sont les vitesses qui nous créent les dégâts. Je prends toujours le même exemple, le Loquet, pour ceux qui connaissent, c'est monté de 6 mètres en 2 heures et de 10 mètres en 4 heures. Donc, la courbe est exponentielle. Donc, ces vitesses-là, on ne peut pas les gérer par des stockages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute notre politique repose sur la nécessité de casser ces vitesses. Et donc, pour casser ces vitesses, il faut pouvoir permettre aux cours d'eau de dissiper latéralement leur énergie et donc de pouvoir occuper des parcelles de terrain qui sont dans le lit majeur des cours d'eau. Donc, premier effet, c'est ces espaces de bon fonctionnement, ces champs d'expansion de crues. Il faut limiter l'occupation des sols ou en tout cas rendre une occupation des sols compatible avec le risque. Donc, dissiper latéralement l'énergie des cours d'eau, permettre à l'entrée des communes d'avoir ce qu'on appelle des pièges à embâcles et les entretenir de telle sorte que ces espaces-là jouent le rôle de filtre et viennent limiter le transport des embâcles dans la traversée des communes. Et dernier élément, c'est ce qu'on appelle la gestion des atterrissements. Vous savez, ces monticules de gravier dans les cours d'eau qui doivent être gérés quasiment au cas par cas compte tenu de leur importance. Et donc souvent, on me dit, mais ces monticules, il faut les évacuer. Bon, je le redis, il y a des gestions au cas par cas, mais concrètement, quand une rivière roule du gravier, elle perd aussi de l'énergie. Et donc, c'est important de pouvoir combiner ces 3 mesures pour limiter les vitesses des cours d'eau. Donc, on l'a bien compris, l'entretien, c'est la clé.
On a des questions qui arrivent des élus et notamment sur les devoirs de leurs administrés et sur le rôle du SMAR dans l'aide des administrés. Et 2 questions en une. La première, c'est de savoir si un administré a le droit de modifier le cours d'eau. Et la seconde, donc ça, question plutôt technique. Et la seconde, c'est de savoir quel est le rôle du SMAR dans le financement des travaux qui peuvent avoir lieu chez les particuliers. Yann, je te laisse la première partie de réponse. Donc, sur la modification du tracé des cours d'eau, donc question piège, mais je pense qu'il y a des éléments techniques pour y répondre. Globalement, on entend souvent dire qu'on n'a rien le droit de faire sur les cours d'eau, que l'État empêche tout, ce qui n'est absolument pas vrai. On a le droit de faire un certain nombre de choses. Simplement, il faut regarder que ce qu'on fait puisse être cohérent et le justifier par des approches hydrauliques et écologiques. Donc, globalement, il y a des choses qui peuvent être envisagées sur des modifications de tracé de cours d'eau sous réserve d'un intérêt hydraulique, d'un intérêt écologique. Et donc, globalement, c'est des actions qui peuvent être envisagées et qui sont envisagées sur certains territoires parce que les enjeux le justifient. Alors, juste peut-être pour compléter, comme ça on le fait à 2 voix, et en tout cas, c'est une question qui est récurrente, qu'on nous pose très fréquemment. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Moi, je réponds que très simplement, le code de l'environnement est très clair. La responsabilité de l'entretien des cours d'eau dépend des propriétaires riverains. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend derrière entretien des cours d'eau? Alors, moi, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ce qu'un propriétaire riverain peut faire avec ses petits bras, donc du petit tronçonnage, de l'évacuation de petits embâcles, c'est de la responsabilité des propriétaires riverains. Dès que l'on passe sur des travaux de plus grande importance, qui nécessitent de la mécanisation, et clairement, on agit dans le cadre de l'intérêt général, on passe là dans un champ de responsabilité et de compétences qui dépendent des syndicats de rivière qui ont la compétence GEMAPI. Donc, vous voyez bien qu'il y a 2 actions qui sont à combiner. Une action du quotidien, de tous les jours, qui relève de la responsabilité des propriétaires riverains, et puis une action plus sur le long terme, pluriannuelle, qui demande des déclarations d'intérêts généraux, des plans pluriannuels d'intervention, et qui, là, relève des syndicats de rivières adhérentes. Donc, c'est vraiment par la combinaison de ces 2 choses que l'on arrivera à avoir un entretien régulier essentiel à la prévention des inondations. Peut-être juste pour répondre à la question sur le SMAR et le financement des travaux chez les particuliers. Alors, cette question-là renvoie à l'opération phare que le SMAR mène depuis maintenant quelques mois relative à la réduction, les diagnostics de réduction de vulnérabilité. Il faut savoir que cette opération concerne 3 types de publics. Les collectivités, donc pour les bâtiments communaux, les entreprises situées en zone inondable et les particuliers à l'échelle de tout le bassin versant. Donc, grâce au PAPI, et là, il faut rendre à César ce qui est à César, donc le PAPI, grâce au financement et au cofinancement mobilisé dans le PAPI, ces diagnostics de réduction de vulnérabilité pour les 3 publics sont neutralisés financièrement. Je ne parle pas de gratuité parce que c'est toujours délicat d'évoquer ce sujet-là, mais nous avons réussi à neutraliser financièrement l'élaboration de ces diagnostics de vulnérabilité de telle sorte que les bénéficiaires, ça ne leur coûte rien. Donc, les 20% pris en charge, les 20% restants à charge sont pris en charge par le SMAR dans le cadre des financements liés à la taxe GEMAPI. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que si ces diagnostics sont neutralisés financièrement, ils permettent d'appeler 80% de financement sur les travaux de réduction de vulnérabilité. Et moi, vraiment, le message important que je veux faire passer, c'est que faire des diagnostics, c'est essentiel, parce que savoir, c'est important, mais faire des travaux, c'est ce qui permettra demain de limiter, de réduire le risque inondation. Merci Jean-Marie. Je vois qu'on a une question qui est arrivée, qui est une question vraiment d'ordre territorial. Donc, on vous rappellera, Madame Gerber, pour parler de ce sujet. Dernière question, avant de vous mettre au travail avec le temps de participation. On parle beaucoup d'innovation dans ce PAPI 3,
mais de façon concrète, comment elle se matérialise, cette innovation? Ah ben, écoutez, merci de la question. Non, là encore, c'est une vaste question. Et puis, l'innovation, je le redis, elle est subtile, mais il faut qu'on arrive à mieux appréhender ces effets du changement climatique, à le rendre au-delà de la perception, je dirais, intuitive de ce changement climatique. Il faut qu'on arrive à mieux l'appréhender de façon factuelle. Je dirais que là où il y aura une innovation, c'est dans la meilleure appréhension des risques sur lesquels nous sommes moins dotés en termes de connaissances, le ruissellement, la submersion marine. Donc, j'évoquais tout à l'heure tout ce qui relèvera de la désimperméabilisation. Là, je crois qu'on est dans des actions nouvelles qui ne sont pas ou peu développées. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, peut-être en France, sur le domaine. Et plutôt que de réparer, je crois que ce qui est important, c'est d'éviter. Donc, le préventif plutôt que le curatif. Donc, c'est ce genre de démarche qu'il va falloir développer. Éviter plutôt que réparer, la désimperméabilisation. Et puis, finalement, je dirais, et ça renvoie à mon intervention tout à l'heure sur l'entretien des cours d'eau, c'est que la prévention et la protection contre les inondations, ça relève d'un cadre contractuel et financier qui est le PAPI, mais on a aussi un autre cadre complémentaire qui est le contrat de bassin versant et qui nous sert à mettre en œuvre des opérations de gestion des milieux aquatiques. Et je crois que l'innovation, ça sera de mettre en cohérence ces deux cadres financiers et de faire que l'AGEMA réponde à l'API et réciproquement. Et donc, voilà, je crois que l'important dans nos démarches, c'est de faire converger toutes nos actions de telle sorte qu'il y ait une vraie complémentarité, synergie. Yann, Audrey, Jean-Marie, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Bien sûr, vous êtes disponibles pour continuer à répondre tout au long de la démarche à ces questions des élus. Il va bientôt être l'heure de travailler. Donc, on va passer au temps de participation. Une concertation. Qui dit concertation dit que vous allez maintenant travailler. On va avoir un petit temps de concertation d'une 30aine de minutes. Donc, vous allez être redispatchés en petits groupes. Vous n'avez absolument rien à faire à part rester devant votre écran et vous allez être accueillis dans une salle digitale avec vos animateurs. Et l'objectif, maintenant qu'on a parlé du diagnostic, c'est vraiment de se mettre en condition d'action concrète pour le territoire, de se poser la question de quelles idées d'action concrètes sur le territoire au regard des 7 axes du PAPI. Donc là, vraiment, il s'agit d'aborder des éléments concrets qui viennent en complément des éléments du diagnostic et qui vont permettre de mettre en place opérationnellement ce PAPI 3. Donc, vous allez être accueillis, je vous le disais, dans vos salles digitales et vous allez travailler avec votre animateur et on va se rejoindre, nous, dans une 30aine de minutes pour voir quelles ont été vos contributions et un petit peu débriefer de vos attentes. Bonjour à tous, je crois qu'on est en train de vous retrouver au fur et à mesure. J'espère que du coup ces ateliers de travail ont été enrichissants. En tout cas, nous, côté régie, on a pu voir que vous êtes très nombreux à avoir participé. On laisse rentrer les derniers retardataires avant de faire la synthèse de ce temps de travail. Synthèse de ce temps de travail que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur la plateforme de concertation. Je vous rappelle l'adresse qui est colidé.com/papi, PAPI et 3. Et comme ça, vous retrouverez toutes vos contributions et vous pourrez toujours continuer à contribuer sur cette plateforme. Je peux passer du coup à la synthèse de toutes vos idées. Donc, on a
eu plus de 120 idées qui sont arrivées sur la plateforme de concertation. Des idées qui concernent à la fois, Jean-Marie, les études, les travaux, la sensibilisation, mais ce qui est très notable, c'est que ces contributions, elles concernent aussi bien l'amont, l'avant-inondation que l'après-inondation. On va maintenant un petit peu voir ce que vous avez écrit sur chacun des axes. Premier axe, l'amélioration de la connaissance et de la concertation du risque. Ce que vous plébiscitez, vous, élus, c'est vraiment des informations à la population sur les cours d'eau, les droits, les devoirs du citoyen sur le cours d'eau, l'amélioration des outils d'information qui soient davantage en temps réel, des informations qui soient à destination plus directe, à la fois de vous, des élus, mais aussi de la population. Et tout ça, c'est destiné à améliorer ce qu'on appelle la culture du risque. Ben écoutez, c'est extrêmement enrichissant, hein, cet échange-là. Extrêmement enrichissant, effectivement, poursuivre cette culture du risque, cette mémoire du risque. Et puis, je dirais presque, c'est vivre avec son temps, c'est-à-dire utiliser les outils d'aujourd'hui pour faciliter le transfert d'informations au plus près du citoyen. Et puis surtout, et ça, on en a bien conscience, on est dans un domaine qui est relativement technique, relativement complexe, peut-être même anxiogène. Et donc, on a entendu des remontées d'informations, la nécessité de simplifier, rendre les choses vulgarisables, pédagogiques, et puis que l'information touche le plus directement possible les citoyens. Donc ça, c'est un message fort qui nous est remonté. Alors, on l'appréhendait un petit peu, on s'en doutait, et puis quand on dit qu'il faut vivre avec son temps, c'est bien ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important et on prend bien volontiers l'information. Pour revenir, hein, donc on a bien entendu les repères de crues, l'information obligatoire des maires à faire au niveau des citoyens. Donc, c'est quelque chose qui nous comprend bien volontiers. Voilà. On va passer à l'axe 2. Sur l'axe 2, donc là, plutôt qui est de l'ordre de la surveillance, de la prévision des crues et des inondations. On a toujours cette idée du réseau d'information plus direct, de la démocratisation de l'information. Il y a un élu qui nous parlait d'une plateforme numérique qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait généraliser sur le territoire. Mais il y a aussi, côté prévision, des demandes d'études à renforcer, notamment sur les mouvements de terrain. Écoutez, on anticipe beaucoup de choses. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Mais là encore, c'est très enrichissant. Alors, effectivement, la gestion de crise. On a bien noté la nécessité de renforcer cette collaboration interservices, que ce soit entre la communauté de gestion du risque inondation, le SMAR, le SDIS, les services de l'État, services de prévision des crues et autres. Donc, et cette communauté de gestion du risque inondation doit pouvoir travailler plus directement avec les élus. Là encore, on est dans cette volonté de rapprocher, raccourcir les circuits de décision. Ça, c'est très important. L'idée que je prends avec grand plaisir de une sorte d'application qui permettrait, en fonction de la géolocalisation, de connaître son niveau de risque, d'exposition au risque, de simplifier le plan communal de sauvegarde et que chaque citoyen puisse avoir sur son téléphone les quelques actions essentielles du PCS. Voilà, ce sont des choses totalement nouvelles, totalement ancrées dans le 21e siècle. Et en tout cas, c'est fondamental, c'est pleinement intéressant de prendre ces idées-là. Cette information, elle doit être prépondérante, et notamment quand on pense à l'axe 3, l'alerte et la gestion de crise. Et là, on a eu une vingtaine de participations vraiment sur cette thématique-là, avec des demandes d'exercices plus fréquents, de renfort, on en parlait tout à l'heure, de la formation des élus, de renfort de relations partenariales. On a beaucoup parlé de VNF et on reparle encore de ces nouveaux outils, à la fois pour la gestion de crise en interne, gestion de crise avec les élus, mais gestion de crise aussi avec la population.
Alors effectivement, cet axe, je le disais tout à l'heure dans mes propos, c'est un axe qui revient avec beaucoup d'acuité. Donc la gestion de crise, ça renvoie au niveau communal à ce plan communal de sauvegarde. Ce plan communal de sauvegarde, effectivement, la petite nouveauté, on évoquait tout à l'heure les innovations, c'est que ces plans communaux de sauvegarde, on souhaite désormais les inscrire à l'échelle des bassins versants. Pourquoi? Pour simplement habituer nos collègues élus à mettre en œuvre et donc à pratiquer des exercices et à les mettre en œuvre à l'échelle des bassins versants, de telle sorte que chaque commune puisse travailler lors de ces exercices avec la commune en amont et la commune en aval. Donc, c'est en améliorant ce circuit de décision, ce circuit d'information que l'on va améliorer les réactions lors des, non pas des exercices, mais des crues en réel. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors ça, on s'y prépare et on l'avait un petit peu anticipé. Mais je note encore une fois la nécessité de raccourcir, de simplifier, de rendre plus pédagogique toutes ces informations qui peuvent paraître brutes, austères, pardon, en tout cas complexes. Le parallèle est tout trouvé puisqu'on va parler du risque inondation dans l'urbanisme, des documents d'urbanisme. Et là, on l'a vraiment vu déjà dans le sondage dont on parlait tout à l'heure dans la partie technique. Sur cet axe 4, prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, ce que plébiscitent les élus, les attentes, c'est vraiment autour de la pédagogie, les aider à mettre en place les PCS, notamment les études sur les cours d'eau, renforcer l'aide aux élus pour qu'ils puissent intégrer le risque dans les documents d'urbanisme. Et il y a aussi cette volonté de travailler en amont, de pouvoir faire l'information aux citoyens à chaque construction, à chaque installation, de vraiment aller vers une pérennisation de cette information. Et il y a aussi un élément qui a été indiqué et qui est revenu plusieurs fois, c'est cette nécessité d'intervenir sur les cours d'eau pour gagner de nouvelles capacités hydrauliques. Est-ce que là, par exemple, tu peux nous détailler ce sujet-là, s'il te plaît? Alors, c'est une intervention qui est complexe. C'est une question relativement complexe, mais on nous la pose souvent. C'est est-ce qu'il ne faut pas recalibrer les cours d'eau pour faciliter leur écoulement? Alors ça, on aura l'occasion, à travers la pédagogie que l'on va mettre en œuvre avec les élus, d'essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là. C'est quelque chose sur lesquels on est questionné fréquemment. Hein. Et la réponse, elle n'est pas aussi, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, vous l'imaginez bien. Donc, en tout cas, on le prend en compte et on réfléchira à cette problématique-là. Moi, j'ai surtout aussi noté, et j'en parlais tout à l'heure, la problématique sur l'imperméabilisation, la désimperméabilisation, la nécessité d'anticiper, de prévenir plutôt que d'avoir un traitement curatif. Donc, ça, c'est très enrichissant d'appréhender ces retours-là, et notamment au niveau des élus, quand ils auront demain à construire un lotissement, une zone d'activité. Donc, intégrer les risques liés au ruissellement, les risques liés au pluvial, ça a été évoqué. Même si ça ne relève pas de la compétence GEMAPI, c'est un vecteur d'inondation et qu'il conviendra d'appréhender. Donc, en tout cas, tout ça va venir enrichir, conforter notre réflexion. On va passer de l'urbain au plus rural avec l'axe 5, les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Et là, il a été beaucoup question des agriculteurs. Objectif, réduire la vulnérabilité des outils de travail des agriculteurs, les aider en travaillant sur le drainage des cours d'eau, organiser une concertation avec eux et aussi pouvoir mettre à disposition de ces agriculteurs des outils de travail pour nettoyer les cours d'eau. Donc vraiment un public cible là, je crois. Écoutez, là encore, non pas une surprise, mais en tout cas quelque chose qu'il faut pouvoir considérer. Autant la réduction de vulnérabilité sur les bâtiments est essentielle, et en tout cas c'est une action que l'on met en œuvre, autant le travail collaboratif avec les agriculteurs est quelque chose que nous menons, je dirais, au quotidien,
Mais en tout cas, c'est essentiel que ça remonte. Et oui, essayer de préserver l'outil de travail des agriculteurs, c'est quelque part dans notre ADN. Hein. Et oui, 3 fois oui, il faut pouvoir arriver à trouver les moyens de se comprendre, de travailler au quotidien. Mais je dirais que là, une fois de plus, l'intelligence du quotidien, le pragmatisme fera la différence. Et donc, je ne suis pas inquiet. Voilà. Je ne suis pas inquiet sur le fait que les bonnes intelligences se retrouvent en bord de rivière et que par la confrontation des idées, nous arrivions à trouver des bonnes solutions. Le rural, l'urbain, la mer, la montagne, on arrive à l'axe 6 et 7 qu'on a voulu regrouper, qui nous questionne sur la gestion des écoulements et la gestion des ouvrages de protection hydraulique. Et là, on a vraiment cette demande de partenariat renforcé avec les acteurs du territoire pour anticiper l'ouverture des vannes, par exemple côté VNF, de l'expertise de risque et aussi des demandes d'études. Il y a plusieurs fois des demandes d'études pour redimensionner, renforcer les bassins de rétention qui sont venus. Alors moi, je retiens 2 idées de ces 2 axes et c'est vrai que c'est fort dans d'enseignement. La première, c'est ce qui est remonté plusieurs fois, de dire nos bassins de rétention, il faut pouvoir les recalibrer. Alors effectivement, ça renvoie à la notion de prise en compte du changement climatique. Et alors, je dirais que là encore, on est dans quelque chose de factuel et où il faut pouvoir quantifier ces effets du changement climatique. Et donc, par des raccourcis peut-être qu'il faudrait arriver à calibrer scientifiquement, j'ai l'habitude de dire que la crue centennale d'aujourd'hui, c'est peut-être la crue 70 ans de demain. Donc, effectivement, intégrer ces notions de changement climatique, intégrer ces notions dans l'éventualité d'un redimensionnement des bassins de rétention, c'est quelque chose de fort et qu'on prend en compte. La deuxième question, Julie, excuse-moi, je l'ai oubliée. C'était les bassins de rétention, les partenariats renforcés pour aller anticiper, par exemple, l'ouverture des vannes avec VNF. Oui, tout à fait. Clairement, hein, on s'est rendu compte là aussi que la gestion des ouvrages est quelque chose d'essentiel qui fait appel à pas mal de fausses idées ou de rumeurs. Et on a pu le vivre notamment en janvier 2020. Donc là encore, nécessité de raccourcir les circuits d'information, de fluidifier ce transfert d'informations et puis surtout de former, éduquer, sensibiliser les élus au rôle que peuvent jouer ces ouvrages. Et là encore, je crois, à la vertu du terrain. Et donc, pourquoi pas, demain, imaginer des visites de terrain, des voyages d'études avec les élus pour aller à la rencontre de ces gestionnaires d'ouvrages et faire comprendre le rôle qu'ils jouent et comment ça fonctionne en gestion de crise pour démystifier un petit peu les choses. Donc, on l'a compris, vraiment des actions, des contributions autour de ce PAPI. Mais parler du PAPI, c'est aussi de parler de la politique GEMAPI du territoire. Et je crois qu'on a une petite liste de courses hors axe dans laquelle il y a quelque chose qui est souvent revenu, c'est cette gestion du fleuve. Est-ce que tu peux nous en parler en complémentarité des actions du PAPI ? Écoutez, là encore, la gestion du fleuve est remontée fortement dans les contributions, ce qui témoigne, je veux dire, de l'attente en la matière. Alors, sans dévoiler des choses, je dirais que en tout cas, on le prend en compte, on note cette attente, cette information, et puis on verra dans les jours et les semaines ce qui peut en être. Mais en tout cas, c'est fort enrichissant, c'est rassurant de voir que cette information-là est remontée. On remercie encore du coup les élus pour leur participation à ce temps de concertation. Vous pouvez toujours continuer à contribuer sur la plateforme Colidé/PAPI3. Est-ce que tu nous parles un petit peu des prochaines rencontres parce que la concertation ne s'arrête pas là? Alors effectivement, avant de conclure notre séance de travail, peut-être dire quelques mots sur les prochaines séances. Alors aujourd'hui, 2 février, nous sommes sur ce temps fort de concertation avec les élus du territoire à l'échelle du
du diagnostic du PAPI. Notons que les prochaines étapes, il y aura très certainement un nouveau point dans ce format-là avec les élus à l'été ou juste à la rentrée, et puis une séance de concertation avec le grand public sera aussi prochainement programmée. Alors là encore, on a vu ce matin que les conditions sanitaires, il faut s'adapter. C'est comme de tout, souplesse et adaptation, je dis souvent. Mais en tout cas, on fera face. Et donc, que ce soit à l'échelle du grand public ou des élus, vous serez forcément informés sur le Facebook du SMAR et autres des prochains rendez-vous. Donc, finalement, pour les élus, je dirais rendez-vous à l'été pour poursuivre la démarche. Mais encore une dernière question. Dans les prochaines semaines, il y a aussi la lettre d'information qui va parvenir aux élus, dans lequel il y aura vraiment le lien vers cette plateforme de concertation qui permettra encore d'enrichir les participations, de prendre de nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur la plateforme de concertation. J'entendais qu'il y avait une dernière question à prendre, peut-être. Monsieur ? Alors, c'est un peu les aléas du direct. Monsieur, vous vouliez poser une question? C'est le bon moment. Bon. On va rester là-dessus, du coup. Je laisse le dernier mot au président Éric Ménassi pour conclure sur la concertation et les prochaines dates à venir. Écoutez, je voudrais avant tout vous remercier sincèrement. Nous étions un peu plus de 200 ce matin à participer à ce moment d'échange. Preuve s'il en est que la prise de conscience collective est là. Aujourd'hui, nous avons engagé quelque chose qui symboliquement est très fort. C'est un moment d'échange, un moment de partage. Je crois très sincèrement que la notion de pensée globale et d'agir local, va se développer au cours des années qui viennent. Nous devons être encore plus proches des territoires pour être encore plus à l'écoute de celles et ceux qui les vivent, c'est-à-dire les élus locaux. Une question a été abordée parmi toutes les questions qui ont été soulevées ce matin, celle du DPF. Le fleuve est un enjeu majeur pour notre territoire. Le directeur l'a dit, et sans vouloir trahir de secret, des discussions sont engagées depuis pas mal de mois déjà, en accord bien sûr avec le conseil départemental, mais surtout auprès de l'État. Nous vous tiendrons informés, parce que je ne pense pas que nous puissions penser justement global au niveau de notre territoire sans évoquer la gestion du DPF. Voilà, c'est un chantier immense qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de concertation. Mais aujourd'hui, encore une fois, je voudrais très sincèrement vous remercier à tous et vous dire combien il était important pour nous que vous répondiez présent à cette première journée de sensibilisation. Ce n'est pas la dernière, le directeur vous l'a dit, et avec François Demangeau, avec Michel Jam, qui sont mes deux vice-présidents, nous allons continuer, tous les membres du bureau, à sillonner le territoire, parce que je crois que rien ne vaut le contact avec les élus pour prendre contact d'une part et prendre la mesure des enjeux sur nos territoires. Voilà, merci infiniment à tous pour votre participation ce matin, et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous. N'hésitez pas à aller retrouver les informations sur Colidé. On se revoit bientôt pour les informations au grand public, la lettre d'info qui arrive, un projet partagé, un projet avec une concertation ambitieuse et un projet qui va durer encore pendant quelques temps. À très bientôt. Au revoir.